Il était le plus grand raté de la guilde des aventuriers, mais un jour, après avoir été dévoré par un dragon gigantesque lors d'une de ses aventures, il se réincarne en monstre mort-vivant capable de monter de niveau et d'évoluer. L'histoire débute avec notre héros, Renfena, un aventurier de rang bronze dans des bourgades si insignifiantes que même les cartographes ont renoncé à les cartographier. Une fois ses affaires prêtes, il se hâte vers la guilde, espérant y dénicher une mission décente avant qu'elles ne soient toutes attribuées. Un groupe d'aventuriers entre et lui demande s'il retourne encore au donjon. Rent leur répond que ce sera le cas s'il ne décroche pas de mission aujourd'hui non plus. Après leur départ, il examine le tableau des requêtes, mais comme d'habitude, rien ne correspond à son niveau, ce qui signifie un nouveau retour au labyrinthe pour lui. Dans un monde où la plupart des aventuriers s'associent en groupe, Rent, lui, continue de travailler en solitaire. Pas de partenaire, pas de compagne, sans doute parce qu'il est bien trop faible pour en conserver une. Même après 10 longues années passées à s'épuiser dans sa vie d'aventurier, il n'a toujours pas réussi à dépasser la Ligue de Bronze qui, hélas, se situe juste un échelon au-dessus du niveau le plus bas. Une fois sorti de la guilde, il achète un petit pain bon marché à grignoter durant sa pause à l'intérieur du donjon, et sans la moindre idée de ce qui l'attend, il se dirige directement vers le labyrinthe. Le donjon qu'il a choisi, nommé le reflet de la lune déserte, est réputé être déjà entièrement exploré. Pourtant, il découvre un passage secret qui ne figure même pas sur la carte. Croyant que la chance lui sourit enfin, il s'y engouffre sans la moindre hésitation. Il se dit plus tard que, techniquement, il aurait pu signaler cette découverte à la guilde et empocher une coquette récompense simplement en fournissant ces précieuses informations. Mais comme souvent chez les humains, la cupidité a pris le contrôle et il a continué à s'enfoncer, animé par l'espoir de dénicher un trésor rare et de grande valeur. Malheureusement pour lui, ce chemin l'a conduit à une chambre inexplorée où régnait un dragon légendaire, tout droit sorti des mythes les plus anciens. Dès qu'il aperçoit la bête gigantesque, Rent sent son corps entier se paralyser et, fidèle à son statut de novice, il périt sur le champ, dévoré en une seule bouchée. Pour n'importe quelle personne ordinaire, ce serait la fin de l'aventure, mais grâce à son épaisse armure scénaristique, au lieu de rester dans la mort, il se retrouve réincarné dans ce même monde sous la forme d'un squelette mort-vivant. Lorsqu'il se réveille enfin, Rent traîne péniblement ses os jusqu'à une source d'eau voisine pour y découvrir qu'il est passé d'un aventurier de bas rang à l'un des monstres les plus faibles qui soient. Il peine à croire qu'il est encore en vie après avoir été dévoré par une bête si terrifiante, mais il se demande s'il peut réellement considérer son état actuel comme étant la vie. Il commence peu à peu à réaliser qu'il est désormais un mort-vivant immortel et plutôt effrayant, et cette prise de conscience le plonge dans une profonde anxiété. En effet, dès qu'un prêtre poserait les yeux sur lui, les lois fondamentales de la nature. Il abandonne donc sur le champ l'idée de retourner à la guilde, car une créature comme lui serait sans doute déclarée une abomination et abattue sur le champ sans la moindre hésitation. Ce qui le tourmente le plus, c'est cette étrange réalité. Il est fondamentalement mort, mais pourtant toujours là. Une fois qu'il a cessé de s'affoler, il saisit sa lame et se redresse avec effort. Heureusement, le dragon responsable de son état n'est plus en vue nulle part. Rent s'échappe donc de cette zone maudite du donjon. Il se met à méditer sur le mystère insondable des donjons, car aucun chercheur n'a jamais été en mesure d'expliquer de manière satisfaisante leur véritable origine. Il se demande également si des aventuriers solitaires ont déjà réussi à explorer entièrement un donjon par eux-mêmes. Et au moment précis où cette pensée le traverse, l'idée de s'adresser à quelqu'un le fait ennemi à l'allure chancelante surgit devant lui. Il se jette alors en avant, brandissant sa lame, mais au moment même où il la lève, tentant d'être prudent, il trébuche et s'étale lourdement sur son arrière-train. Le squelette ennemi, voyant là une opportunité, charge à son tour, mais il finit lui aussi par s'étaler lamentablement, ses os de jambes s'éparpillant dans toutes les directions. La pauvre créature tente de se reformer, mais avant qu'elle n'y parvienne, Rent a une idée fulgurante et décide d'expérimenter l'utilisation de son énergie spirituelle. Par chance, cela fonctionne et il pulvérise les os de son adversaire. Tandis que les ossements du squelette vaincu s'effondrent et se mettent à luire, Rent est pris de panique, craignant qu'il ne revienne à la vie. Mais au lieu de cela, une puissante vague d'énergie spirituelle l'envahit, le guérissant entièrement et instantanément. Cela lui remémore alors une information que son amie érudite, Lorraine, lui avait jadis confiée, une étrange notion concernant un phénomène surnaturel observé chez certains des monstres les plus rares et les plus singuliers, appelé l'évolution existentielle. Cela allume une étincelle de motivation. Selon cette théorie, au lieu de demeurer un simple Thanos en l'une de ses l'éternité, il se dit que un squelette se dorer de chair, alors peut-être qu'en enfilant quelques métamorphoser en une créature telle qu'une boule, pour se faufiler discrètement en ville. Il continue d'éliminer les squelettes les uns après les autres, et à chaque fois, il est soigné par la même lumière mystérieuse qu'il avait aperçue précédemment. Plus tard, il se retrouve confronté à un monstre de Slim, et bien que ces créatures soient habituellement jugées faibles, pour quelqu'un dans son état osseux actuel, cela se révèle être un défi plutôt ardu. Le slime crache son liquide acide directement sur lui, mais Rent parvient à l'esquiver de justesse avant de se lancer à fond et d'anéantir la créature. Après l'avoir vaincu, il s'empare de son cristal magique et commence également à recueillir son fluide corporel. En effet, une fois mort, l'acide du slime devient inoffensif et le liquide peut être manipulé sans danger, étant souvent utilisé dans la fabrication de cosmétiques.
Pendant ce temps, à la guilde, un homme s'approche de la dame du comptoir et lui parle d'une jeune recrue qui vient d'arriver. La réceptionniste lui répond qu'elle avait justement l'intention de l'associer à Rent, mais elle exprime ensuite son inquiétude, car il n'est toujours pas rentré, ajoutant que toute cette affaire commence à prendre une tournure étrangement inhabituelle. De retour dans le donjon, notre héros a marqué une pause pour reprendre son souffle. Tenant un petit pain dans sa main, il se met à se demander comment un squelette est censé manger une telle chose. Et plus il y réfléchit, plus il réalise qu'il ne ressent absolument ni faim ni sommeil. Mais ce qui le préoccupe réellement, c'est qu'il n'a toujours pas connu la moindre évolution en ghoul. Il tente de lancer sa magie spirituelle et sa magie de feu, et toutes deux semblent fonctionner sans problème. Mais ce qui le surprend le plus, c'est qu'il peut même utiliser sa divinité, et ce, malgré son état de mort-vivant. Il lance rapidement ce sort sur le pain pour le purifier, l'empêchant ainsi de pourrir durant les 3 prochains jours. Il espère que d'ici là, il aura peut-être un corps capable de le consommer. Rent ne supporte plus sa faiblesse, lui qui s'entraîne depuis plus de 2 décennies, sans avoir jamais constaté de véritable progression. Ce qui est étrange, c'est qu'il fait partie des rares individus capables d'utiliser les 3 formes de pouvoir, la magie, la divinité et l'énergie spirituelle. Malheureusement, aucune d'entre elles n'est particulièrement puissante. Rent rassemble alors tout son courage et se redresse promptement, animé par un désir ardent de s'élever un jour jusqu'au rang légendaire d'aventurier de classe Mithril. Il charge en avant et affronte une nouvelle vague de squelettes et de slimes. Cette fois, il sent distinctement sa force croître à chaque coup porté. La lumière familière réapparaît, mais contrairement aux fois précédentes, elle s'accompagne d'une intense vague de douleur qui le transperce, juste avant qu'il ne commence enfin à se couvrir de chair et à vivre l'évolution tant espérée. Bien qu'il ait toujours l'apparence d'un amas plutôt dérangeant, il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine fierté en constatant les progrès accomplis. Ses pensées se dirigent alors vers les vampires, qui semblent presque humains, et il commence à se demander s'il pourrait un jour parvenir à devenir l'un d'entre eux. Il tente de parler mais ne parvient qu'à émettre un rugissement monstrueux. Refusant d'abandonner, il persévère et articule un « bonjour ». Et bien que les mots soient à peine audibles et compréhensibles, il devient évident qu'avec suffisamment de pratique, il pourrait tout à fait être capable de tenir une conversation normale. Après avoir évolué en ghoul, notre héros se retrouve désormais confronté à des gobelins. Il ressent une étincelle de joie face à sa récente transformation et constate avec surprise que tous ses pouvoirs sont devenus bien plus puissants qu'auparavant, surtout maintenant qu'il peut même canaliser son énergie spirituelle à travers son épée, ce qui le pousse à se demander s'il est déjà plus fort qu'il ne l'a jamais été lorsqu'il n'était qu'un simple humain fragile. À cet instant précis, la jeune aventurière fait son apparition dans le donjon, juste à côté de notre héros, et engage le combat avec un squelette qu'elle parvient à peine à vaincre. Rent songe à aller lui parler mais se retient aussitôt, réalisant qu'une ghoul n'est probablement pas le genre de créature avec laquelle elle souhaiterait engager une conversation sereine. Tandis qu'elle ramasse le cristal, il l'observe discrètement de loin, se disant qu'elle doit être une nouvelle venue en ville. Il continue de la suivre tout en méditant sur le fait que pour une raison inconnue, la guilde semble toujours l'apprécier et ne l'a pas encore contraint à la retraite, bien qu'il soit manifestement faible. Rent continue de suivre la jeune fille alors qu'elle s'enfonce davantage, mais elle se retrouve acculée contre un mur par un squelette plutôt maladroit. La situation s'aggrave lorsque le monstre s'empare de sa lame. Avant qu'il ne puisse tenter sa prochaine attaque, Ren se précipite et anéantit le squelette. La jeune fille, Lee Yoon, est complètement déconcertée. Pourquoi une ghoul interviendrait-elle soudainement pour l'aider? Rent tente de la rassurer, lui expliquant qu'il n'a aucune mauvaise intention, et lorsqu'elle lève sa lame en signe de défense, il jette sa propre épée dans l'espoir de gagner sa confiance. Il lui explique qu'il est lui aussi un aventurier et qu'il y a seulement quelques jours, elle l'aurait perçu comme un humain ordinaire. Il se présente, tentant d'expliquer qu'un événement étrange s'est produit et qu'il s'est réveillé en tant que mort-vivant. La jeune fille, qui semble bien éduquée, le remercie de l'avoir secouru. Rent lui demande alors poliment si elle pourrait l'aider à se faufiler en ville en lui prêtant une robe ou tout autre vêtement pour dissimuler son apparence repoussante. Elle se présente comme Reyna et lui promet de s'acquitter de sa dette en lui apportant son aide. Elle s'éloigne, lui demandant de patienter à cet endroit car elle reviendra très vite avec de quoi le dissimuler. Ren ne peut qu'espérer qu'elle ne va pas raconter à tout le monde qu'elle a croisé une ghoul parlante réclamant des vêtements pour s'introduire en ville, car cela pourrait avoir de très graves conséquences pour lui. Alors que le soleil commence à décliner, Reyna se hâte vers la réceptionniste, demandant les fournitures dont elle a impérativement besoin. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, Rang commence enfin à ressentir qu'il est devenu infiniment plus puissant qu'il ne l'a jamais été en tant qu'humain. Ses instincts de combat l'appelant par son nom, ce qui redonne un peu d'espoir à notre héros. Elle lui tend les vêtements qu'il avait demandés et lui apporte même la monnaie restante. Tandis que Ren s'avance pour prendre les articles, elle se crispe instinctivement au cas où la ghoul deviendrait subitement agressive. Le voyant baisser la tête, elle s'excuse aussitôt, expliquant qu'elle a simplement été surprise et promet qu'elle fera de son mieux pour s'habituer à lui s'il est disposé à lui accorder un peu plus de temps. Rent examine la robe et se montre clairement impressionné, d'autant plus que la gentille jeune fille lui a même apporté des gants et des chaussures afin qu'il puisse dissimuler entièrement son apparence. Il commence à ressentir l'envie de pleurer, bien que son corps de mort-vivant ne le lui permette plus. Il enfile rapidement les vêtements, mais dès que Reyna sort un miroir, il est pris d'une anxiété palpable concernant l'aspect de son visage. Heureusement, la jeune fille y a également songé et lui tend un masque.
Rent le porte à son visage, mais au moment même où il s'en approche, le masque s'y fixe subitement de lui-même. Reyna s'illumine car il a désormais l'allure d'un chaman plutôt stylé. Mais hélas, le masque se révèle être maudit et reste irrémédiablement collé à son visage. Elle s'excuse et lui explique qu'elle l'a acheté à un prix vraiment dérisoire. Et bien qu'il ait eu l'air suspect, elle l'avait elle-même touché sans qu'il ne se passe quoi que ce soit d'étrange. Ren se met à se demander pourquoi sa chance est toujours aussi exécrable, mais il a alors une idée et tente d'utiliser sa magie de divinité. Au moment même où cela semble opérer, il manque d'énergie et échoue à briser la malédiction. Reyna s'excuse une fois de plus de lui avoir procuré un accessoire facial si douteux, mais Rent tente de voir le bon côté des choses et lui dit que cela pourrait en réalité l'aider à dissimuler son identité de manière encore plus efficace. Il tend son bras vers elle mais le retire aussitôt légèrement. Elle s'en empare alors et lui assure qu'elle n'a plus peur de lui. Ren perçoit un certain malaise chez elle et lui dit qu'il apprécie son geste et qu'il est tout à fait prêt à lui accorder tout le temps dont elle aura besoin. Reyna l'emmène avec elle au village, assise dans une charrette, elle se confie sur son histoire, expliquant comment elle a entrepris ce long voyage depuis la capitale, simplement parce que cette région abrite 2 excellents donjons propices à l'entraînement. Elle partage également son rêve de parcourir le monde entier et de devenir un jour incroyablement puissante. À la demande de Rent, Reyna l'aide aussi à franchir les portes de la ville. Alors qu'ils s'approchent d'Anne de l'entrée, les gardes les interpellent et exigent une identification. Tous deux présentent leur carte d'aventurier, ce qui semble d'abord satisfaire les gardes, mais au moment même où ils sont sur le point d'être autorisés à passer, l'un des gardes devient suspicieux face à l'accoutrement de Rand. Ils exigent alors qu'il dévoile son visage. Avant que Rand ne puisse prononcer le moindre mot, Reyna s'interpose et leur rétorque que le pauvre homme a subi une terrible blessure au visage et ne porte ce masque que pour dissimuler ses cicatrices. Elle ajoute que malheureusement le masque s'est révélé maudit et qu'il lui est désormais impossible de le retirer. Les gardes examinent le masque par eux-mêmes et s'excusent de leur comportement discourtois. Une fois à l'intérieur de la ville, Rent décide discrètement qu'il est préférable de créer une certaine distance entre eux pour le bien de Reyna. Sans prononcer un mot, il s'éclipse, disparaissant à ses yeux tandis qu'elle continue de le chercher. Rent se rend chez Lorraine et frappe à la porte. Mais comme personne ne vient ouvrir, il finit par forcer l'entrée et pénètre directement à l'intérieur, la trouvant profondément endormie. Il entreprend alors de lui expliquer en détail tout ce qui lui est arrivé. Et chose assez surprenante, la dame au passé plutôt trouble ne semble pas le moins du monde effrayée par tout ce récit. Après avoir tout écouté, elle affirme n'avoir jamais rencontré un cas similaire au sien de toute sa vie et lui demande si le dragon se trouve toujours à cet endroit. Il répond que la bête pourrait ne plus s'y trouver, ce qui ne fait que la laisser encore plus perplexe, mais elle se sent mal en voyant son air si abattu et décide de ne pas insister pour le moment. Rand se dit que personne d'autre que Lorraine n'aurait pu rester aussi calme après avoir entendu tout cela, bien qu'il sache qu'elle le considère davantage comme un cobaye que comme un ami. Après mûre réflexion, elle lui demande s'il est réellement le Rent Faina qu'elle a jadis connu, ce qui le plonge instantanément dans une véritable crise existentielle. Il répond qu'il n'en est plus vraiment certain, ce qui paradoxalement la fait sourire, car c'est exactement le genre de choses que Ren aurait pu dire. Sur ces mots, elle décide de le laisser tranquille et souhaite connaître son plan. Il réitère alors son rêve de devenir un aventurier de Mithril, avec sa voix habituelle et un peu tranchante. Lorraine lui propose de prendre en charge certaines missions pour lui et l'autorise même à loger chez elle pour le moment. Bien sûr, elle ne le fait pas gratuitement et lui demande un peu de sa peau et de sa chair chaque jour pour ses recherches. Le lendemain, elle revient avec des liasses d'argent provenant de son butin et lui dit qu'elle le paiera directement car ces matériaux de haute qualité permettent donc de fabriquer des produits de beauté de premier ordre. Rent accepte donc avec joie et se dirige vers le forgeron. Traverser la ville avec ses grosses liasses le met de bonne humeur, jusqu'à ce que les gens commencent à le dévisager étrangement. Il se hâte alors vers sa destination. À l'intérieur, la dame aux cheveux en chignon derrière le comptoir le salue malgré son apparence singulière. Il lui tend son épée qui semble clairement irréparable, bien qu'il en ait toujours pris le plus grand soin. Elle suppose que l'épée a été endommagée par son usage de la magie ou de l'énergie spirituelle, mais l'aura de Rent s'intensifie alors qu'il lui révèle qu'il utilise les deux, et même la divinité, simplement parce qu'il en est capable. La dame halète, affirmant qu'il n'est que le second client qu'elle rencontre à posséder ces 3 pouvoirs. Il lui fait alors promettre de garder son secret, la confidentialité étant leur règle d'or. Il dépose le sac sur sa table et lui demande de lui forger quelque chose de vraiment résistant. Elle lui répond alors que le forgeron Klopswork est un maître incontesté et qu'il l'appellera à plusieurs reprises pour s'assurer que l'objet est parfaitement conçu pour lui. En entendant cela, il lui demande de le déposer chez l'érudite Lorraine. Pendant ce temps, Lorraine feuillette ses ouvrages et constate qu'aucun aventurier n'a jamais été réincarné en conservant sa personnalité. Et même si cela paraît trop étrange pour être crédible, il lui semble toujours être le même Rent qu'elle apprécie tant. Elle se remémore l'époque où un homme lui avait demandé de l'emmener en forêt comme garde du corps, et bête de somme, affirmant qu'il n'y avait pas lieu de le payer car il n'était qu'une misérable recrue de Renfer. Dans la forêt, elle n'a aucune idée des herbes qu'elle doit cueillir et se souvient à quel point sa vie lui semblait terne et dénuée de sens avant de le rencontrer, car tout lui venait facilement mais rien ne la satisfaisait vraiment. Elle est donc sortie pour toucher l'herbe, purement par ennui. Elle repère enfin la bonne herbe et la déterre avec précaution avant d'appeler son porteur pour la transporter, mais elle découvre alors qu'il a déjà déterré une pile impeccable de 64 avec une précision effrayante pendant le temps qu'il lui a fallu pour en trouver une seule. Après cela, il lui demande si c'est la première fois qu'elle touche l'herbe et la met très mal à l'aise en avouant que tout le monde l'a envoyée avec elle parce qu'il s'inquiète pour elle. Il commence alors à raconter à quel point il a étudié les plantes et les monstres pour poursuivre son rêve, la charmant complètement.
Ils se présentent ensuite et Lorraine lui demande de lui enseigner tout ce qu'il sait sur la vie d'aventurier. C'est ainsi que leur collaboration débute. Lorraine se dit que ce serait merveilleux de le voir atteindre son rang de rêve en sa compagnie, mais elle se sent tout de même satisfaite, même si les choses ont quelque peu évolué. De retour chez le forgeron, la femme aux cheveux albinos lui recommande de bien prendre soin de l'arme et lui tend la main pour une poignée. Rand hésite un instant, puis accepte. Après avoir inspecté sa nouvelle épée, il s'en va rapidement, ce qui attriste la dame, car elle sait qu'il dissimule la douleur causée par sa malédiction. Plus tard, chez Lorraine, elle le remercie pour le repas savoureux et découvre qu'il ne ressent plus la faim. Elle aborde ensuite ce qu'elle a lu sur son évolution et lui demande ce qu'il souhaite devenir. Il répond qu'il veut simplement se rapprocher le plus possible des humains, ce qui implique qu'il devra s'acharner longuement dans le donjon. Le lendemain, un cow-boy est mis en pièces par un slim géant jusqu'à ce qu'il se transforme en bouillie en un éclair grâce à Rent. L'homme tente de le remercier de lui avoir sauvé la vie, mais Ren continue son chemin pensant que le type est un escroc indien du support technique qui feint la faiblesse. Mais l'homme l'intercepte et lui demande du travail car il est fauché et plus faible que sa propre mère. Une fois qu'il découvre que Rent est un vétéran, il avoue être en réalité un chef cuisinier croulant sous les dettes et coincé seul dans le donjon car aucun groupe ne veut d'un vieux type aussi revêche que lui. Ren continue d'avancer jusqu'à ce qu'un déclic se produise et il dit au type de le suivre. Après un certain temps, il découvre le passage secret et ce qu'il contient stupéfie le chef. Tandis qu'ils explorent la zone, Rent se sent déçu de ne trouver aucun objet magique. Mais l'homme l'interpelle pour lui montrer un autre chemin dissimulé et commence à faire preuve d'avidité. Malgré tout, Rent lui dit qu'il pourra réclamer la récompense pour cette découverte, mais qu'il devrait patienter en arrière jusqu'à ce qu'ils atteignent une pièce vide. Rent avertit l'homme de s'arrêter car il a repéré un piège, mais ce dernier avance sans la moindre idée du danger. Quand notre héros comprend que les gens normaux ne peuvent pas le voir, il observe les cow-boys marcher dessus et disparaître. Il sait que les pièges de téléportation envoient généralement les aventuriers dans des étages inférieurs avec des monstres méchants ou des pièges mortels, mais laisser quelqu'un comme ça ferait de lui un monstre. Alors il saute et atterrit dans une salle de boss de Dark Souls où il trouve le chef à terre, vaincu par un énorme squelette qui ne le laissera pas partir à moins qu'il ne l'élimine. Il se charge en énergie et assène un coup puissant d'énergie spirituelle qui ne fait aucun dégât, puis tente la magie mais ne lui laisse pas une égratignure. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire à moins de gagner, Rent s'accroche à son rêve et même si l'épée ne peut pas y arriver, il charge avec sa divinité, car elle fonctionne mieux sur les morts vivants et assène un coup massif à cette créature osseuse qui la met à terre violemment, puis l'achève avec chaque once de sa force en une seule frappe brutale. Après cela, il soigne le vieil homme qui remarque que le squelette est complètement brisé et Rent le surprend en laissant tomber un énorme cristal magique, l'offrant pour effacer la dette de l'homme. Naturellement, il y a un hic, bien que le chef se demande comment il pourrait aider un aventurier aussi puissant que Rand. Rand révèle sa condition et explique qu'il a juste besoin de quelqu'un pour lui chercher des fournitures dans les magasins et à la guilde, et qu'il veut aussi manger et boire gratuitement là-bas chaque fois qu'il se présente, ce qui émeut tellement l'homme que les larmes commencent à couler. Une fois qu'il a montré le cercle magique invisible, Rent décide de rentrer aussi, même si une partie de lui se sent toujours tentée d'explorer davantage. De retour en ville, le vieil homme montre sa taverne quand sa charmante femme apparaît et l'enveloppe dans une étreinte suffocante. Elle se sent embarrassée d'agir de manière si affectueuse devant un étranger et le vieil homme sort l'énorme pierre magique que son sauveur lui a donnée, ce qui lui fait penser qu'il va encore donner son deuxième rein à un escroc. Il lui dit de se détendre et explique que c'est en échange de nourriture gratuite et les deux partagent une étreinte chaleureuse qui fait fondre le cœur. Après que le vieil homme, Loris et sa femme aient donné leur nom, Rent décide de s'éclipser rapidement sans traîner plus longtemps. Sur le chemin du retour, il traverse les ruelles sombres, tandis que des pensées troublantes inondent son esprit. Devant la maison de Lorraine, sa vision commence à bugger comme un vieil écran de télévision et il entre pour la trouver assise là, l'air appétissant. Elle lui pose des questions mais il continue de la fixer, ce qui l'inquiète pour sa santé. Il la serre soudainement dans ses bras, ce qui la rend un peu trop heureuse alors qu'il la tient plus fort et prononce doucement son nom. Mais le moment change vite quand il se jette sur elle comme un Mexicain dévore des tacos, puis se retire rapidement. Elle continue de l'appeler jusqu'à ce qu'il reprenne enfin ses esprits, et juste après, elle le foudroie et l'endort en disant qu'il peut la savourer comme un encas quand il veut, s'il demande gentiment. Plus tard, il se réveille avec un mal de tête et elle commence à poser des questions, mais Bren dit qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il s'excuse même après qu'elle lui ait dit de ne pas s'inquiéter, mais il admet tout de même que son désir est devenu trop fort parce qu'elle a plus de goût que McDonald's. En entendant cela, Lorraine dit qu'elle se doutait déjà que cela pourrait arriver puisque les ghouls ont faim de chair et dit qu'ils ont tous les deux besoin de repos. Pourtant, il lui demande de lui montrer sa blessure et utilise ensuite sa divinité pour la guérir jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Juste à ce moment-là, elle aperçoit son corps musclé et réalise qu'il a tellement évolué qu'il a presque l'air humain et même son masque a changé car il peut maintenant changer de forme à volonté. Cependant, il ne peut toujours pas l'enlever complètement. Après qu'elle ait essayé de le retirer, il commence à se demander s'il a l'air plus humain à cause de son désir et se souvient que le changement ne s'est pas produit juste après avoir battu le grand squelette maléfique. Alors elle suggère que le déclencheur pourrait avoir été de dévorer sa chair, ce qui ferait de lui une sous-espèce de vampire appelé Ghast. Même si ce n'est qu'une théorie de jeu, elle dit qu'elle pourrait avoir une idée de la façon dont son évolution fonctionne réellement.
Lorient explique que contrairement aux monstres ordinaires, il a la capacité d'utiliser sa volonté pour choisir le type de monstre qu'il devient, de sorte qu'un jour il pourrait atteindre le statut de vampire. Mais pour cela, il doit découvrir quelle est la condition, en plus de tuer des monstres puissants. Après la discussion, elle lui dit de se déshabiller et se met à s'enthousiasmer en se transformant en une véritable scientifique folle, énumérant toutes les choses qu'elle veut tester sur lui. Mais une fois qu'elle voit son visage laid et fatigué, elle réalise qu'il a besoin de repos et décide de le laisser tranquille. Le lendemain, Ren s'entraîne à manier l'épée dehors et se sent heureux que sa luxure se soit estompée, même si l'épée semble dire le contraire. Alors il passe chez le forgeron Emo et explique qu'elle s'est cassée quand il a utilisé sa divinité. Le forgeron Mossad lui dit d'arrêter de mentir car il n'y a pas de mort-vivant puissant dans le labyrinthe, mais Rent dit qu'il y avait en fait un squelette géant, ce que Cloak doute clairement jusqu'à ce que Ren mentionne un passage caché, et cela lui rappelle à qui il parle. Alors Ren demande une nouvelle épée rapidement pour pouvoir y retourner, et avec ça, Cloak lui en loue une pour le bon vieux temps, ce qui dit à Ren qu'il ne pourra jamais tromper le forgeron effronté. Après, Ren passe chez Lorraine et la trouve occupée à faire de l'alchimie, travaillant sur un poison assez fort pour assommer même un grizzly rouge. Le sourire tordu qu'elle arbore en le faisant fait sérieusement douter notre héros de la sagesse d'avoir accepté de la laisser faire des expériences guard sur lui. Notre héros tient parole et boit le poison. Il dit immédiatement à Lorraine à quel point c'est horrible, elle a du mal à croire que quelque chose d'assez mortel pour tuer quiconque l'a essayé ne soit à peine désagréable pour les papilles gustatives d'une goule. En entendant cela, elle commence même à se sentir un peu jalouse quand Rent mentionne nonchalamment qu'il ne se fatigue plus et n'a même plus besoin de dormir. Elle lui demande s'il a toujours faim et Rent admet que s'il n'a pas envie de nourriture normale, il a un léger désir de sang et de chair humaine. Sans hésitation, Lorraine lui tend une bouteille remplie de sang humain, juste au cas où il aurait trop faim et perdrait le contrôle. Ren ne prend qu'une seule goutte et garde le reste pour plus tard. Il évoque ensuite l'idée de se rendre à la guilde pour accepter de nouvelles requêtes. Mais Lorien lui fait rapidement remarquer que marcher et avoir cette apparence pourrait créer plus de chaos que de travail. Rent essaie de discuter, disant qu'il n'est qu'un aventurier de bas rang et que personne ne s'en soucierait, mais la dame le coupe et le traite d'ignorant, expliquant que la guilde l'apprécie beaucoup et pensait même à le recruter officiellement. Cette petite bombe le prend au dépourvu, mais une fois qu'il décide de se remettre dans le bain, Laura Yang réfléchit un instant et élabore un plan astucieux, arguant qu'il pourrait simplement s'inscrire sous un nouveau nom et une nouvelle identité, puisque personne ne le soupçonnerait jamais. Rand accepte et se dirige vers la guilde, où il aperçoit la réceptionniste, Sheila, et se dirige droit vers elle pour s'inscrire. Elle prépare les papiers et lui tend un formulaire à remplir. La dernière fois qu'il a fait cela, il n'avait griffonné que son nom et son âge, mais cette fois-ci, il sait exactement comment lister ses compétences et quoi écrire pour que cela compte. La seule chose qui reste inchangée est son rêve de devenir un jour un aventurier de classe Mithril. Il griffonne un nom similaire à son ancien et remet le formulaire à Sheila. Au moment où elle le lit, son expression s'effondre, montrant à quel point les gens de la guilde regrettent profondément notre guide. Et Rent demande gentiment si celle qu'elle regrette s'appelle Rent Fina et utilise cela comme excuse pour mentionner qu'il est censé être un parent de Lorraine, actuellement chez elle juste pour éviter de donner aux gens une mauvaise idée d'elle. La réceptionniste revient bientôt avec son badge d'aventurier et l'informe qu'il a été enregistré comme aventurier de classe fer, l'encourageant à faire de son mieux. Elle dit même à sa goule déjà morte de prendre soin d'elle et de ne pas mourir alors qu'il sort de la guilde. De là, il se dirige droit vers le donjon où de faibles cris humains résonnent dans les couloirs alors que des gens luttent contre des gobelins. Il se dirige vers le bruit et aperçoit deux enfants se battant en synchronisation, tenant tête à un gobelin et à une gelée. Un instant, il envisage d'intervenir pour aider comme il le faisait autrefois, mais décide ensuite de s'éloigner, réalisant que son apparence pourrait plutôt les terrifier. Se déplaçant silencieusement, il s'enfonce plus profondément dans le donjon et entre dans sa section cachée, pensant qu'il pourrait la cartographier et la présenter à la guilde, ce qui serait un accomplissement majeur. Alors qu'il explore, il entre dans un étrange portail et se retrouve soudainement à l'intérieur d'un appartement. Là, il tombe sur un vieux cadavre humain squelettique avec des fleurs fraîches posées à côté, un détail qui lui indique instantanément que quelqu'un pourrait en fait vivre dans ce labyrinthe. Au moment où il tend la main pour toucher les fleurs, une femme apparaît soudainement et lui demande ce qu'il fait dans un endroit pareil. Ren explique qu'il s'est retrouvé ici par erreur, mais la femme l'accuse de s'être faufilé pour voler ses affaires. Sans prévenir, elle lui lance une rafale de flammes violettes, le projetant contre le mur et réduisant ses vêtements en cendres, exposant la goule en dessous. Au moment où elle voit ce qu'il est vraiment, elle arrête son attaque et s'excuse pour le coup soudain. Pour se faire pardonner, elle lui offre même sa cape en échange de ses vêtements brûlés, désormais inutiles. Elle lui tend un parchemin et le renvoie à la surface. Notre héros l'apporte directement à Lorraine et tous deux découvrent que cela pourrait en fait être un trésor national, capable d'afficher des cartes de tous les labyrinthes explorés par son propriétaire et même de montrer les personnes qui s'y déplacent avec leur nom. Rant lui demande de vérifier s'il est maudit, car il en a déjà assez, mais il s'avère qu'il l'a déjà équipé sans même s'en rendre compte et qu'il n'y a aucun signe de malédiction.
Loren lui demande alors s'il connaît la femme qui l'a attaqué, mais Rent dit que la seule chose dont il est sûr, c'est qu'elle est incroyablement forte et qu'elle correspond facilement au niveau d'aventurier de classe or. Loren trouve étrange que quelqu'un comme elle vive au fond d'un donjon et se demande si elle veut juste être laissée seule. Rent retourne au donjon pour la revoir et au moment où il entre, l'espoir l'envahit car il a l'impression que la classe Mithril n'est peut-être plus si loin. Il commence à chercher la femme mais ne trouve aucune trace de l'entrée qui y menait, ce qui lui fait penser qu'elle veut vraiment être laissée seule. Pendant ce temps, de retour à la guilde, Sheila et le même aventurier de tout à l'heure sont tous deux stressés par l'absence de Rent, espérant qu'il se montrera bientôt. Sheila s'est toujours particulièrement inquiétée pour lui, non seulement parce qu'il a aidé tout le monde à trouver leur voie en tant qu'aventurier, mais aussi parce qu'il est la raison pour laquelle elle travaille à la guilde. Juste à ce moment-là, Reine Vivi entre et la surprend complètement, acceptant une requête pour s'occuper de 3 orques après l'avoir rassuré qu'il a la situation sous contrôle. Chez Loren, elle souligne que c'est un énorme problème qu'ils doivent monter de niveau pour une promotion, mais qu'il ne peut pas se présenter à nouveau comme Rent Faina quand elle a soudain l'idée qu'il pourrait utiliser son deuxième compte Smurf, bien qu'il pense que cela enfreint probablement une règle. Pourtant, elle lui rappelle que commencer par le bas est le seul moyen d'éviter que la guilde ne s'intéresse à lui et finit par le convaincre. À la guilde, il dit à la réceptionniste qu'il a géré 3 orques seul et dépose le sac magique rempli de preuves, la laissant sans voix. Elle remarque à quel point tout est parfaitement organisé et loue ses efforts avant de s'éloigner sans un mot. Tandis que la pièce observe avec envie, elle revient enfin, tenant une lettre du maître de guilde qui dit que ce gars pourrait en fait avoir les compétences pour atteindre le rang de bronze. Plus tard cette nuit-là, il annonce la nouvelle à Loren et elle semble assez impressionnée par la rapidité avec laquelle il a grimpé, mais il admet que cela ressemble à de la triche de compter sur son corps de monstre. Elle lui dit d'arrêter de trop réfléchir et lui demande quel nom il a utilisé, puis s'étouffe presque quand il dit qu'il a pris son nom de famille. Il explique que si quelqu'un le remarque se présentant tous les jours, il supposerait quelque chose de louche, mais elle lui dit juste qu'elle est une pauvre fille fauchée qui a quitté la capitale et vit maintenant comme une érudite déchue sans aucune réputation de toute façon. Le lendemain, Rent Vivi entre dans la guilde comme si l'endroit lui appartenait, et la dame de la guilde a l'air choquée qu'il se présente sans même regarder le guide d'études. Il dit que le prochain test a lieu dans 6 mois et personne n'a le temps pour ça. Juste après, un homme s'avance pour informer tout le monde et dit que l'examen de promotion commence par un test écrit et seuls ceux qui réussissent peuvent passer le pratique. Avec les 2 novices, Ren entre dans la salle de classe et remarque la fille aux cheveux violets de tout à l'heure et suppose que son partenaire le saute, probablement puisque le gars ne sait pas lire et doit le passer oralement. Après le test, la plupart des gens sortent en titubant comme s'ils venaient te décrire des réponses pour de la science fusée, mais la dame de la guilde s'approche et dit que Ren a tout déchiré. Elle lui dit qu'il est jumelé avec le jeune pour la prochaine partie, et la rousse essaie de faire la dure sans aucune aura réelle, tandis que Laura reste polie et douce. Rent donne son nom, et juste après, l'examinateur dit qu'ils n'ont qu'à atteindre un endroit marqué sur la carte pour réussir l'épreuve pratique. Tout le monde trouve que cela semble trop simple. Puis le gars dit que le premier groupe à arriver reçoit un bonus, alors toute la foule pense que c'est une course. À l'extérieur du labyrinthe, la plupart des équipes se précipitent et Rise essaie de se vanter de son expérience, mais Laura le fait taire rapidement en disant qu'ils ont à peine réussi le premier étage, et alors qu'il commence à s'élancer, Rent l'arrête. Il dit que la carte de la guilde a l'air plus vieille que son grand-père à la retraite et qu'il devrait en obtenir une nouvelle, puis il s'approche d'un vendeur louche qui essaie de faire payer 2 pièces d'argent, mais Rent lui dit d'arrêter de bluffer et payer 5 pièces de bronze à la place. Le duo de novices n'arrive pas à croire à quel point la nouvelle carte est différente, et le vendeur aux yeux de serpent leur dit de suivre pas par an s'ils comptent vraiment arriver au bout. À l'intérieur du donjon, ils affrontent une escouade de squelettes, alors Ren dit aux enfants de rester vigilants et se trouve impressionné par la façon dont ils se déplacent en équipe à leur âge, bien que Rise découvre finalement que le combat s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. Laura dit que le nombre semble trop élevé, alors Ren trouve l'encens qui les attire et dit que le vrai danger est devant, car des voyous les attendent en embuscade plus loin. Alors qu'ils essaient de réaliser que leur prochain combat implique de vrais humains, ils se glissent au coin d'une rue et croisent le fer avec un épéiste chauve. Après avoir croisé le fer, ils laissent Baldi à Rise et s'approchent pour donner une leçon à l'archer, avant de traverser la boule de feu du mage comme du papier et de l'assommer. Baldi parvient ensuite à maîtriser Rise, mais Laura sauve la situation en le flashant et l'assomme d'un coup solide en utilisant un tas de pommes de terre en forme de sa tête brillante. Après avoir ligoté l'escouade de voyous, Rance dit que cela prouve pourquoi les aventuriers peuvent se permettre de baisser leur garde, et Rise lui montre enfin le respect qu'il a gagné. Pendant ce temps, dans le bureau du maître de guilde, le vieil homme évoque le nouveau venu que la réceptionniste surveille et dit que des rumeurs louches se répandent, car il est bien trop étrange qu'un type aléatoire avec de puissantes compétences arrive en ville et commence à écraser les quêtes. Il lui dit de le garder sous surveillance constante, juste au cas où. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, le groupe atteint une salle de boss et Rand demande à Rise s'il en a déjà affronté un. Le sosie de DMC5 dit qu'il est encore un novice de niveau fer, alors Rent dit qu'il n'y a rien de mal à fuir un combat trop difficile.
Une bande de PNJ se présente avec des attitudes de voyous et commence à se moquer tout en lançant des commentaires effrayants à Laura, ce qui pousse Rise au bord de la rupture. Mais Rent pointe instantanément sa lame sur le cou du chef et lui dit d'arrêter son numéro de cirque. Il dit qu'ils sont libres d'entrer les premiers, ce qui déconcerte le roux, mais quelques minutes plus tard, la bande se précipite en hurlant après s'être fait botter les fesses. Red rappelle à Rise que les aventuriers intelligents savent quand reculer, mais le garçon dit qu'il veut monter de niveau pour de vrai et qu'il n'obtiendra pas de points d'aura en restant à la maison comme un pauvre type. Cette détermination rend Ren fier de son équipe et de là, le trio entre ensemble dans la salle du boss. À l'intérieur de la salle du boss, le trio se retrouve face à un énorme boss slime géant qui semble bien trop grand pour être naturel. Rise et Laura sont surexcités pour la bataille, tandis que Rent aurait préféré que le groupe précédent s'en soit déjà occupé, car il n'y a pas d'exigence de test pour vaincre la chose. Reese charge avec l'enthousiasme d'un enfant sous sucre, Laura le soutient avec de la magie par derrière, et Rent assume le rôle de leur fidèle entraîneur comme s'il avait été loué pour les guider à travers ce désordre. Avant d'entrer dans la pièce, Rent avait passé en revue leur stratégie où Laura joue la carte maîtresse puisque seule la magie peut blesser la chose et Rise, trop enthousiaste, joue l'appât pour la distraire. Quand les choses commencent à mal tourner pour le gamin, Rent intervient sans hésitation et le sauve avant qu'il ne soit écrasé. Ils parviennent à donner juste assez de temps à Laura pour terminer son incantation et elle lance un énorme sort de feu qui fait fondre le grand Slim en une flaque bouillonnante. Juste avant qu'il ne se régénère, Rise écrase le noyau et termine le combat une fois pour toutes. Après cela, Reese leur demande de l'aider à ramasser un peu du fluide de Slim restant, car même une bouteille pourrait se vendre pour au moins une pièce d'argent. Alors qu'ils le collectent, un autre groupe apparaît soudainement derrière eux et les dépasse en courant comme si c'était une sorte de course. Rise commence à paniquer un peu en les voyant prendre la tête, mais Laura reste calme et semble être sur la même longueur d'onde que Rent. Ils restent tous immobiles et regardent le groupe russe tomber directement dans un piège et être assommé par une explosion de gaz soporifique. Laura se tourne vers Reese et explique nonchalamment que tout cela n'a jamais été censé être une course, ce qui le prend clairement au dépourvu. Peu de temps après, les trois atteignent le point final sans aucun problème. L'homme qui les attend là les félicite d'être les premiers arrivés, mais Laura, adoptant les habitudes critiques de Rent, lui demande immédiatement de prouver son identité ou quelque chose. Le gars de la guilde, au point de contrôle, leur remet un jeton qu'ils pourront montrer à la guilde pour être promus au rang de bronze, et en plus de cela, le trio reçoit également une pile de potions en récompense bonus destinée aux 3 premières équipes à atteindre la destination. Avant de rentrer, Rent décide de leur faire un petit détour par le 2e étage du donjon qui s'avère être une forêt magnifique où, d'une manière ou d'une autre, la lumière du soleil parvient à percer. Reese demande s'ils pourraient explorer un peu car cela ressemble à un lieu de vacances, mais Rent lui rappelle qu'ils ne sont là que pour faire du tourisme et que l'examen n'est pas considéré comme terminé tant qu'ils ne sont pas officiellement de retour à la guilde. Une fois de retour, le trio se dirige directement vers le comptoir et s'informe de leur promotion. Juste à ce moment-là, un gars de la guilde apparaît et dit à Sheila qu'ils sont prêts car il les avait secrètement surveillés tout le temps et avec cela, Rent retrouve enfin le même rang qu'il détenait avant de mourir, ou du moins pas exactement mourir. Après la promotion, le duo se sépare de leur grand-père, promettant de refaire équipe avec lui un jour. Alors qu'il s'éloigne, Sheila interpelle Rent et lui demande la vérité, ayant clairement compris certaines choses. Ren lui présente de discrètes excuses et dit qu'il partira pour de bon. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, la réceptionniste attrape sa cape et l'arrête voulant des réponses sur ce qui s'est réellement passé le jour de sa disparition. Rent tente de s'éclipser discrètement, mais Sheila le rattrape, réalisant à quel point elle s'inquiétait. Elle l'entraîne à une table pour discuter et c'est là qu'il lui confie un problème que la guilde ou quiconque ne doit absolument pas découvrir. Sheila sourit, disant n'avoir rien dit à la guilde, voulant la vérité de sa bouche. L'homme qui le suivait durant le test avait déjà perçu ses doutes. Heureusement, c'est son frère et il est très doué pour garder les secrets. Voulant tout comprendre, Sheila arrive préparée, présentant même un contrat magique. Il la forcerait à quitter la guilde et à s'engager dans un accord d'esclavage dans un pays où c'est légal, juste pour prouver sa loyauté et qu'on peut lui faire confiance. Elle dit vouloir l'aider. Rent la trouve un peu trop intense, mais il accepte et signe. Au lieu de raconter, il lui demande de voir par elle-même, soulevant une partie de son masque pour révéler son visage putréfié de ghoul. Elle tressaille un instant, puis se penche, voulant en savoir plus. Rent simplement explique qu'il est mort dans le donjon à cause d'un dragon et est revenu en mort-vivant. La voyant un peu secouée, il lui demande si elle veut toujours l'aider. Alors qu'il s'apprête à partir, Sheila lui prend la main, disant croire chaque mot. Elle s'accroche, jurant de rester avec lui quoi qu'il arrive. Chez Lauren, Sheila accompagne Rent et tous trois s'installent pour discuter. Lauren demande à Sheila ce qu'elle sait vraiment de Rand. Sheila dit savoir seulement qu'il est une sorte de monstre mais qu'il ne ferait de mal à personne. Lauren, voulant clairement l'effrayer, hausse le ton.
la prévenant que si elle vient chez une universitaire louche avec un monstre à taux, elle ferait mieux d'être prête à finir en ragoût. En fait, Lorraine teste si Sheila est digne de garder le secret qu'elle héberge un monstre. Quand elle a sa réponse, elle s'excuse de sa rudesse et lui offre le dîner pour se faire pardonner. À table, Rent sort la fiole de sang et en lèche une goutte, faisant réaliser à Sheila que les ghouls sont liés aux vampires. Sheila révèle alors la vraie raison de sa venue. Un kidnappeur serait en liberté car de nombreuses recrues ont disparu sans laisser de traces, ni corps ni équipement. Cela rend tout le monde méfiant envers Rent car il correspond au profil d'un type louche impliqué dans de sales affaires. Le lendemain matin, l'ancien chef de guilde parle à la réceptionniste de l'absence de Rent, affirmant vouloir le réintégrer à son retour, puis décide de prendre sa retraite. Quelques jours plus tard, Rent manie sa nouvelle épée à l'entraînement. Cloak, après l'avoir ajustée pour son pouvoir spirituel et magique, lui dit de la tester. Rent la charge de magie et tranche le bois comme du beurre, laissant le forgeron sans voix. Il enchaîne avec le pouvoir spirituel qui carbonise la cible, puis essaie la divinité. Au début, rien d'évident, mais Cloak voit de minuscules plantes germer de la coupe un instant plus tard, se demandant quand Rent a obtenu la divinité, un pouvoir venu des cieux. Il commence à raconter avoir réparé un sanctuaire, alors le forgeron effronté l'ignore, disant qu'il garde les pousses, elles se vendront bien. Ran intervient, voulant voir ce qui se passe s'il mélange tout. Le forgeron prend un gros morceau de bois et dit que la fusion mana-esprit est un coup fou qui pourrait le faire exploser comme une grenade trop cuite. Ran reste imperturbable car il est fait différemment. L'homme lui donne une épée sacrificielle laide dont personne ne se soucie car elle est bon marché et sans valeur. Ran remplit sa lame de magie, injecte du pouvoir spirituel dans son autre main et les fusionne en une aura violette sauvage qui fait trembler tout son corps. Un seul coup détruit complètement le gros bois de Cloak, mais Rent n'est pas satisfait et veut tout utiliser en même temps. Il s'entoure d'une aura dorée flamboyante qui frappe plus fort que prévu et le secoue jusqu'à l'âme. Le forgeron le prévient de ne pas trop forcer et de ne pas faire de dégâts dans sa cour. L'épée de Rent manque de se briser sous la force, mais il frappe la bûche à temps, la faisant tourner avant qu'elle ne devienne une boule parfaitement ronde au sol. Cloak explique que la divinité réinitialise tout à son état initial, donc toute lame qu'il utilise se brisera toujours. Ren se souvient de l'elfe du donjon et demande quoi faire quand l'ennemi est trop fort. Cloak suggère de lui forger un tas d'épées s'il a l'argent, ce que notre jeune homme fauché n'a pas. Sur le chemin du retour, il voit un vieil homme s'en prendre à un enfant. Il s'approche discrètement et le corrompt avec une pièce d'argent. Le garçon transpire à grosses gouttes, comme s'il allait se faire voler ses organes. Ren demande calmement quel est le problème. L'enfant dit avoir besoin d'aide pour vaincre le Seigneur du Lac, ce qui attire son attention. En chemin vers sa maison, Ren se souvient que l'enfant, surnommé Monkey Boy dans son village, avait mentionné le rituel. Une fille est offerte au lac pendant leur festival en l'honneur de celle qui a jadis sacrifié sa vie pour tous. Depuis ce dernier sacrifice, le Seigneur du Lac non seulement continue de dévorer les jeunes filles, mais il en veut plus que jamais, réduisant l'approvisionnement du village en belles jeunes femmes plus vite que la forêt amazonienne. L'enfant les supplie de sauver sa sœur. La prochaine sur la liste, Rent, ému, accepte d'enquêter car l'histoire lui semble étrange. À leur arrivée, toutes les portes se ferment dès que les gens voient Monkey Boy, alors il emmène Rent directement chez lui. Sa sœur surgit, l'attrape et le traîne à l'intérieur, le frappant si fort que Ren entend chaque coup de l'extérieur. Elle s'excuse ensuite pour son stupide frère et demande à Ren d'abandonner la mission avant qu'il ne ruine leur tradition sacrée. Rent répond que Monkey Boy l'a engagé, donc seul lui peut annuler, ce que l'enfant refuse. La fille abandonne et lui dit qu'il peut rester s'il n'interfère pas dans le rituel et Rent accepte volontiers. Le lendemain, il traverse une caravane et aperçoit un type louche distribuant des collations aux enfants pour les soudoyer afin qu'ils amènent de leurs parents la prochaine fois car personne n'achète chez eux. Rend apparaît alors effrayant les enfants. Le marchand lui dit qu'il arrive au mauvais moment, les tensions étant vives à cause du kraken. L'étrange marchand pique la curiosité de Rent. Il interroge Remtas à leur sujet et apprend qu'ils viennent souvent et vendent des choses utiles. Au coucher du soleil, les vieilles dames s'excusent auprès de la sœur de Remtas, mais elle sourit, disant être heureuse d'avoir été choisie. Quand elles évoquent les efforts de son frère pour les arrêter, elle devient émue. Plus tard, Rent lui rend visite et lui dit qu'il est là pour elle, même si elle lui demande de ne pas s'en mêler. Il lui rappelle que son frère se bat si fort parce qu'ils n'ont plus que l'un l'autre. Plus tard, cette nuit-là, les anciens s'excusent et la renvoient avec une lampe, ignorant que Ran et son frère les attendent pour leur mission secrète. Alors que les bateaux s'éloignent sur l'étang, un épais brouillard arrive et la lampe s'allume juste avant qu'une lumière disco rouge ne commence à clignoter vers eux. Soudain, un monstre géant à tentacules surgit de l'eau. La sœur de Monkey Boy implore pitié, mais Rent signale que ce n'est qu'un hologramme et saute sur l'eau utilisant des bottes magiques que Lorraine lui a fabriquées.
Il traverse la fausse bête en repoussant les boules de feu que les hommes derrière elle lui lancent. Le nain effrayant dit que Rent aurait dû rester loin et ordonne à son équipage d'ouvrir le feu, mais Rent fonce sur eux et anéantit l'équipage. Un instant plus tard, les frères et sœurs arrivent et constatent la vérité par eux-mêmes. Le lendemain, l'équipage est ligoté pendant que Ren les interroge sur les filles disparues. Le nain disgracieux avoue qu'elles sont saines et sauves, puis révèle l'endroit où il les cache. Cette affaire réglée, les frères et sœurs demandent à Ren de rester un peu, mais il leur dit avoir une urgence chez lui. Au moment de partir, la petite sœur lui glisse un baiser sur sa joue rouillée en guise de remerciement. Il l'accepte avec un sourire avant de sauter dans la calèche. De retour chez Lorraine, il lui raconte tout ce qui s'est passé et la fin heureuse. Elle s'approche de lui et demande au chanceux coquin comment il a encore volé le cœur d'une demoiselle. Dense comme l'obsidienne, il répond que c'était juste sa façon de le remercier, rien de plus. Le lendemain, notre homme se rend à la guilde comme d'habitude et repère une requête affichée n'offrant qu'une seule pièce de bronze. Bien que cela ressemble à du travail gratuit, il en discute avec Sheila et découvre que des enfants d'un orphelinat ont besoin de la fleur de sang de dragon car c'est le seul remède pour quelqu'un qu'ils aiment. Ran, fidèle à lui-même, se jette sur la requête, se rappelant que l'aventure n'est pas que l'argent, mais aussi l'aide aux autres. Il arrive sur place et trouve l'endroit bien plus délabré qu'il ne l'avait imaginé. Il essaie de frapper à la porte, mais finit par casser le heurtoir. Il utilise alors un slime pour le réparer aussitôt. Une fille apparaît et lui dit que la directrice n'est pas là et qu'il devrait revenir plus tard, car elle pense qu'il est peut-être un collecteur de dettes. Son apparence la surprend, mais elle le laisse entrer en réalisant qu'il est l'aventurier. La fille présente Rent aux enfants de l'orphelinat qui se précipitent vers lui dès qu'ils savent non pas qui il est. Elle leur dit vite de garder leur distance avec l'aventurier car ils pourraient être des fauteurs de troubles, oubliant un instant que Rent, juste derrière elle, correspond aussi à cette description. Quand elle se retourne pour s'excuser, Ren sourit et lui dit que c'est bien qu'il reste prudent. Rent dit à la fille qu'elle peut se sentir à l'aise avec lui et oublier les formalités. Elle se présente comme Élise et ils commencent à parler des requêtes. Élise demande à Ren de promettre de garder le secret avant de le conduire à la directrice de l'orphelinat. La prêtresse s'excuse et explique que le sous-sol de l'orphelinat est rempli de monstres. Elle ne peut donc pas demander aux enfants de le nettoyer. Elle ignore qu'Élise a modifié la requête et Élise éloigne rapidement Rent, disant qu'elle expliquera tout elle-même. Elle lui dit que la prêtresse souffre d'une maladie appelée malocumula, qui survient quand quelqu'un a de la divinité, mais pas assez, et qu'une énergie maléfique s'accumule dans le corps. Elle dit qu'ils ont fait venir un guérisseur qui a confirmé le diagnostic. Concernant le remède, Élise mentionne deux options, le sang d'une sainte vierge ou la fleur de sang de dragon. Elle n'a pas encore parlé de sa propre condition à la prêtresse, car si elle savait, elle demanderait à une autre prêtresse de la remplacer. Ran se lève et assure à Élise qu'il peut y arriver. Mais avant de partir chercher la fleur, il décide de nettoyer d'abord le sous-sol. Élise insiste pour le suivre, voulant le voir se battre, alors Ran lui donne une petite lame pour se défendre si besoin. Soudain, de petits monstres rats aux noms étranges apparaissent. Quand l'un essaie de mordre Ran, le contact avec son sang le fait hurler et reculer, sa couleur changeant. Ran réalise que c'est l'effet de son trait vampirique et dit au rat de tourner en rond, ce qu'il fait, confirmant ses soupçons. Après le nettoyage, Rent amène son nouvel animal à Lorraine, espérant qu'elle comprendra ce qui s'est passé. Lorraine trouve cela étrange, n'ayant jamais imaginé qu'une goule puisse provoquer une telle chose. Pourtant, elle le laisse garder le rat car un ou deux ne la dérangeront pas beaucoup. Quand Lorraine demande à notre homme comment il compte nommer la créature, il l'appelle vite Ombre, mais Lorraine insiste qu'il aurait dû y réfléchir et suggère plutôt le nom d'Edel. Lorraine demande ensuite à Rent s'il compte y aller seul, et Rent explique qu'en solo, il n'aura pas à se soucier du poison. Elle le prévient alors d'un énorme wyvern nommé Tarasque qui représente une vraie menace et suggère qu'il pourrait avoir besoin d'un groupe pour l'abattre. Mais Rent sort une bouteille d'eau bénite, disant qu'il essaiera de l'utiliser pour éloigner le Tarasque et éviter tout combat. Elle lui donne de la nourriture, ne voulant pas qu'il parte le ventre vide, et ajoute même une goutte de sang dans son bol pour lui ouvrir l'appétit. Le lendemain matin, Rent prend une calèche qui le dépose au bord du marais, lui disant de continuer à pied et promettant de revenir le soir pour le récupérer. Étonnamment, l'air empoisonné du marais ne dérange pas du tout son animal Edel. Alors qu'il s'enfonce, un groupe de hobgoblins les attaque par vagues. Rent les gère tous tandis qu'Edel observe depuis la touche, comme un spectateur désinvolte. Ran commence à apprécier sa résistance au poison et pense que sans son apparence, il pourrait vouloir rester ainsi pour toujours. Cependant, il s'inquiète de savoir si une femme épouserait un jour quelqu'un avec un corps comme le sien. Quand un autre monstre apparaît, Rent finit par faire tout le gros du travail encore une fois, tandis que son familier se prélasse en arrière-plan, agissant comme s'il s'en fichait. Pendant ce temps, Sheila rend visite à Lorraine qui lui a préparé le petit déjeuner. Sheila explique que la guilde sait déjà ce qui s'est passé au village de Tatsu et que les habitants sont reconnaissants envers l'aventurier qui les a aidés. Mais malgré tous leurs efforts, ils ont refusé de révéler son nom.
C'est pourquoi elle est venue ici pour en parler à Rent en privé, sachant qu'il n'aimerait pas en discuter à la guilde. De retour au marais, Rent est occupé à fuir le grand et méchant Wyvern qui le poursuit. Il se retrouve dans une impasse et n'a d'autre choix que de se battre. Il essaie sa compétence de fusion, mais elle égratigne à peine le monstre. Juste quand les choses semblent sombres, le rat parasite saute sur le Wyvern et utilise les pouvoirs de Rent pour canaliser la divinité, infligeant un peu de dégâts. Cela donne à Ran l'indice dont il a besoin. Il charge sa lame de divinité, abattant enfin la bête. Il range le monstre dans un sac de stockage et se dirige pour cueillir la fleur, trouvant un champ entier couvert de celle-ci. Au moment où il en attrape une, un elfe apparaît, surpris de voir quelqu'un ici. Ran se prépare à combattre à tout moment, tandis que l'étranger s'approche, affirmant qu'aucun humain normal ne peut survivre dans un marais aussi toxique. L'homme dit qu'il porte un artefact résistant au poison et de l'eau bénite, puis lui dit qu'il est aussi là pour les fleurs. Ran réalise qu'il est l'exception. Après avoir cueilli quelques fleurs, le bel homme explique qu'il en a besoin pour créer un remède pour sa maîtresse gravement malade, alors Rent lui souhaite bonne santé. L'homme partage ensuite qu'ils ont eu de la chance de se rencontrer car il cherchait quelqu'un pour cueillir régulièrement les fleurs pour sa maîtresse. Rent mentionne qu'il est un aventurier de rang bronze, ce qui surprend l'homme, mais il reconnaît la force de Rent et dit qu'il serait heureux si Rent acceptait d'aider avant de se présenter enfin comme Isaac. À la guilde, il dépose son sac sur le bureau de la dame de la guilde et lui dit de lui trouver un boucher. Elle réalise alors rapidement qu'il a réussi à abattre un tarasque et crie de surprise assez fort pour que tout le monde le regarde. Cela réglé, il se dirige vers le boucher le plus proche, Dario. Rent lui fait savoir qu'il est temps de préparer des côtelettes. Une fois que tout le monde s'équipe comme s'il allait déchaîner une peste, Rent ouvre son sac magique et en sort sa viande massive. Dario voit l'état impeccable et dit que ça ne pourrait être aussi beau que si Rent avait vaincu la bête mortelle d'un seul coup. Il lui dit que ça devrait rapporter un prix élevé. Avant que Rent ne parte, la dame de la guilde sourit de ses progrès incroyables et lui fait savoir que sa force équivaut facilement à son rang d'argent. Le lendemain matin, il se rend à l'orphelinat et casse accidentellement la poignée de porte à nouveau. Heureusement, il a du ruban adhésif sous la main et la répare aussitôt quand un visage familier apparaît. À l'intérieur de la vieille maison, elle et l'homme âgé sont émerveillés par la beauté et l'entretien. L'homme souligne que même les aventuriers expérimentés ne savent rien de la récolte d'herbes, donc il est vraiment spécial. Après cela, il remercie Rand pour son aide. Notre héros dépose un sac de fleurs gratuitement et leur dit d'en faire le meilleur usage. Son attitude désintéressée laisse tout le monde stupéfait et les yeux de la petite fille brillent d'espoir. Plus tard, elle signe son contrat et dit qu'elle ne peut pas le remercier assez, car quelqu'un comme elle ne pourrait jamais être une vraie aventurière. Elle souhaite pouvoir l'aider, même si elle est frêle, mais il promet de venir la voir quand il aura besoin d'aide. Juste à ce moment, Edel apparaît et dit que les bestioles du sous-sol sont toutes prises en charge, ce qui lui fait souhaiter avoir aussi un monstre apprivoisé comme Rent. Elle s'enthousiasme quand il lui dit que la guilde propose des cours et qu'il peut aussi l'entraîner de temps en temps. Elle craint de ne pas pouvoir se le permettre, mais il la rassure en disant qu'il connaît une amie qui traîne toujours et peut lui consacrer du temps pour l'entraîner. Il se serre la main, puis il retourne chez Lorraine, où elle prétend ne pas être offensée, que Rent l'ait traitée de paresseuse sans vie, puis le prévient d'être plus prudent avec ses promesses aux jeunes femmes. Rent rétorque qu'il n'interagit presque avec personne. Lorraine lui donne une seconde chance de reconsidérer qui il oublie. Elle se lève soudain, d'humeur changeante, et déchaîne son sort le plus mortel, faisant immédiatement jaillir de Rent une poésie digne de Shakespeare. Il peut rassembler sur la façon dont elle est la plus belle jeune femme sur Terre, ce qui la laisse se demander où il a appris à parler si doucement. Elle lui demande s'il essaie ça avec toutes les filles qu'il connaît, mais Rent fait un retour épique et dit qu'il dit simplement ce qui lui vient à l'esprit quand il la voit. Le lendemain, il se rend de nouveau à la guilde. La dame de la guilde l'appelle pour lui parler en privé, visiblement paniquée. Elle lui demande s'il connaît la maison Latour, car ils l'ont spécifiquement demandé pour un travail, ce qui lui rappelle Isaac. Il demande si la famille est si connue, elle explique qu'ils ne sont pas nobles, mais cette famille secrète a une influence significative sur la ville. Sheila admet ne pas en savoir beaucoup, mais elle le prévient que chaque maître de guilde est conseillé d'être prudent avec la maison Latour, donc il ne devrait pas refuser leur requête. Il l'assure qu'il est partant, car même s'il serait probablement chassé sur le champ s'il découvrait qu'il est un monstre, Isaac semblait plutôt calme face à la situation et c'est probablement pourquoi il l'a demandé spécifiquement. Sur ce, Ren se dirige vers le luxueux manoir au fond de la forêt. À la porte, il demande au garde si Isaac est à l'intérieur. Le garde le laisse passer sans problème, mais le prévient d'être prudent même s'il a été invité pour un travail. Le garde explique que le labyrinthe a été créé avec un artefact magique qui déplace constamment les murs, ce qui impressionne vraiment Rent. Le garde révèle ensuite que ce n'est qu'un des nombreux artefacts que la famille Latour a collectionnés. Il ajoute que quiconque le traverse pourra choisir n'importe quel objet magique de leur collection, et aujourd'hui est l'un des jours où le labyrinthe est ouvert.
Après cela, le garde laisse entendre que le soleil ne l'aidera pas et Rand plonge aussitôt dans le labyrinthe, pensant que ce serait incroyable s'il pouvait mettre la main sur un objet magique rare. Après avoir parcouru une certaine distance, il consulte sa carte magique, mais elle n'indique rien, probablement parce que le labyrinthe lui-même est l'œuvre d'un objet magique. Il continue à travers le verger et réalise vite qu'il est complètement perdu. Notre aventurier égaré tombe sur une aire de repos où il remarque une dame qui l'invite à prendre le thé avec elle, disant que le labyrinthe est conçu pour durer encore un bon moment. Rent accepte rapidement et son offre. La dame semble être la fille de la famille Latour et utilise une théière magique pour préparer du thé sans avoir besoin de feuilles, car l'objet lui permet de recréer la saveur de n'importe quel thé qu'elle a déjà infusé par le passé. Elle dévoile une information choc, cette théière, découverte dans un labyrinthe, s'est vendue pour plus de 100 platines. Et Red sait qu'un seul platine ici peut faire vivre une personne dans le luxe toute sa vie, ce qui montre clairement à quel point la famille est vraiment riche. Quand Ren brise une partie de son masque pour boire le thé, la jeune fille le reconnaît immédiatement comme un objet magique et insiste pour l'acheter, car la famille Latour est connue pour collectionner les objets magiques. Quand elle propose de payer une fortune pour cela, Rent est tenté de vendre, mais il ne peut pas l'enlever de toute façon, et cela lui a sauvé la vie, en cachant le fait qu'il est un mort-vivant hideux. Alors qu'il est sur le point de partir, la dame lui donne un autre indice, et celui-ci aussi concerne le soleil, insistant sur le fait qu'il vaut mieux ne pas le regarder directement. Ren trouve cela incroyablement déroutant, mais fixe le soleil quand même et lève rapidement une pierre, réalisant qu'il y a un sort de téléportation à l'œuvre ici. Il est téléporté au tout début et réessaie, répétant le processus encore et encore jusqu'à ce que le soleil soit sur le point de se coucher, et puis finalement, il atteint la sortie. Après avoir terminé ce stupide labyrinthe, il est félicité par la même dame d'avant qui se présente comme Laura Latour et lui dit qu'elle est la chef de famille. Quand Rent demande la récompense, la dame le conduit à un endroit rempli de trésors, le laissant en choisir un pour lui-même. Elle lui fait visiter quelques objets magiques exposés, et pendant leur petite visite, Rent déclenche accidentellement un golem. Le garde l'informe rapidement que c'est son mana qui a activé la chose. La créature massive commence à le suivre, lançant des attaques qui donnent à Rent un sacré entraînement. Alors que les coups continuent d'arriver, Rent essaie de se souvenir de ce que Lorraine lui a dit un jour à propos des golems. Qu'ils ont généralement un mot gravé dans une langue magique sur leur front, et s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre le modifier en ajoutant juste un caractère pour le transformer en le mot pour la mort, le golem s'arrêterait immédiatement. Il se prépare à utiliser son arme secrète, la hache qu'il a sous la manche, espérant porter le bon coup à temps, mais heureusement pour lui, le garde parvient à arrêter le golem avant que Ren n'ait à faire quoi que ce soit de drastique. Alors qu'il reprend son souffle, les yeux de Ren se posent sur la lame, puis il aperçoit une étrange fiole remplie de quelque chose qui ressemble étrangement à du sang. La femme explique nonchalamment que c'est en fait du sang de vampire et continue en lui parlant des rumeurs selon lesquelles boire le sang d'un vampire transformerait quelqu'un en nain, bien que chaque personne qui ait jamais essayé soit devenue folle ou ait rencontré un horrible destin. Elle suggère qu'au lieu de prendre ce risque, il pourrait simplement le vendre à un noble de haut rang, car quelque chose comme ça se vendrait facilement à un prix énorme. Ren semble tenté par l'idée et décide de le garder. Il retourne finalement chez Lorraine, portant maintenant aussi un jouet d'avion magique auquel son enfant intérieur n'a absolument pas pu résister. Alors qu'il n'avait initialement choisi que la fiole, alors qu'il était sur le point de partir, le majordome s'est approché de lui et lui a remis l'avion en signe d'appréciation pour avoir accompli une tâche si difficile pour eux. De retour au manoir des dames, le majordome remplit une tasse de quelques gouttes de sang et l'offre respectueusement à Laura. Pendant ce temps, Rent montre la fiole à Lorraine, insistant sur le fait qu'à l'instant où ses yeux se sont posés dessus, il était certain que le boire déclencherait une sorte de changement en lui. Même si elle le prévient qu'il pourrait ne pas survivre, Rent reste ferme sur sa décision et dit qu'il veut quand même prendre le risque et boire. Lorien admet qu'elle aimerait qu'il ne le boive pas, car il semble se porter très bien dans son nouveau corps, et elle serait heureuse s'il passait sa vie à l'aventure et à vivre avec elle pour toujours, bien qu'elle sache que ce n'est pas ce qu'il veut vraiment. Rand grogne et fixe à nouveau la fiole de sang, et déclare fièrement qu'il a rêvé de devenir de classe mithril depuis qu'il est enfant. Cela lui rappelle quelque chose dont elle parlait avec Sheila, et elle lui dit de ne pas s'en faire, ce qui ne fait que le rendre plus curieux. Il la persuade gentiment de partager ce qu'elle sait, et elle dit qu'il n'a pas à répondre s'il n'est pas à l'aise. Bien qu'il pense qu'elle sait déjà presque tout de lui, elle pose finalement la grande question sur ce qui le pousse à atteindre le rang mithril. Il est surpris et demande s'il ne lui a vraiment pas encore dit, ce qui l'a fait se frapper le front assez fort à cause de Rent, qui est reine. Pourtant, elle dit qu'il y a une règle tacite de ne jamais interroger les aventuriers sur leur passé, et elle sait qu'il n'a pas d'histoire sombre et folle, donc elle n'y a jamais vraiment pensé. Assis sur le canapé, Rent admet qu'il n'a jamais trouvé le bon moment pour en parler et dit que cela a commencé comme une vengeance, mais maintenant il s'agit plutôt de devenir assez fort pour s'assurer que la tragédie ne frappe plus jamais. La mémoire de Rent le ramène à son village, loin de la ville où son père voyageait pour acheter des provisions, et une fois il a laissé Ren le rejoindre pour le trajet en calèche. Là, Ren discute avec son ami Jinlin qui est super excité par la ville, bien qu'il semble un peu mal à l'aise face aux dangers des bandits ou des monstres.
Elle le traite de petite mauviette sans colonne vertébrale et lui chuchote doucement qu'il ne deviendra jamais un aventurier avec ce genre d'état d'esprit. En regardant par la fenêtre, Jinling continue de raconter toutes les histoires folles qu'elle a entendues, et Rent garde son énergie habituelle de rabat-joie moisie, alors elle sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle sera celle qui le protégera de ses démons. En repensant à ces bons moments, Rent dit que tout était amusant, jusqu'à ce que son ton change alors qu'il commence à parler du voyage de retour. Ils ont été attaqués par un monstre et leur calèche s'est brisée, écrasant sa grand-mère en dessous tandis que ses parents gisaient sur le sol, complètement sans vie. Rent reste là, complètement figé, tandis que la bête sauvage se rapproche. Alors Jinling l'attrape sans hésiter et s'enfuit. Alors qu'ils sprintent à travers la forêt, ils atteignent finalement un champ ouvert et pensent s'être échappés. Mais alors un petit caillou roule d'une colline où le monstre les fixe comme un prédateur jouant avec sa proie. Il leur lance un regard de côté pour affirmer sa domination, qu'ils ne sont rien d'autre que ses jouets. Juste au moment où il s'élance pour finir le travail, le dernier souvenir clair de Rent est Jinling souriant, juste avant d'être abattu d'un coup alors qu'elle le pousse hors du chemin. Le pleurnichard rampe vers elle et lui demande pourquoi elle a fait ça, à quoi elle lui rappelle doucement sa promesse de le protéger et lui demande de promettre qu'il deviendra plus fort pour elle. Juste avant que la bête ne frappe à nouveau, un chevalier aux cheveux blancs apparaît et bloque l'attaque et force la créature à battre en retraite. Rhett regarde avec admiration l'homme accumuler des points d'aura et affronter un monstre avec une épée massive. Même après avoir été repoussé par l'une de ses attaques brutales, il replonge et coince sa lame épaisse et lourde entre ses mâchoires pour le déséquilibrer, puis enchaîne avec un coup de Hulk qui laisse derrière lui un cratère géant. Il nargue le toutou et lui demande s'il en veut encore un morceau, mais la créature recule et s'enfuit.